5, que je rappellerai tout à l'heure en fin de cette intervention. Pourquoi 5 et pourquoi cette série? Eh bien, l'idée, c'est vous avez peut-être vu le film Demain de Cyril Dion et Émilie Laurent, et ce film est articulé autour de 5 thématiques. On a repris à peu près les 5 thématiques du film, et c'est intéressant, je trouve, dans ce film, d'avoir non pas simplement une ou deux thématiques qui ont été explorées, mais bien ces 5 thématiques, agriculture, économie, énergie, il y a la finance, l'éducation, etc., de façon à bien montrer que la transition, c'est quelque chose qui est systémique entre l'ensemble de ces thématiques. Alors, pour commencer ce premier éco-dialogue de cette série de cette semaine, j'ai le grand plaisir d'inviter Patrick Livret. Patrick, on se connaît depuis quelques années, on se retrouve à l'occasion de quelques rencontres, quelques manifestations. Et Patrick Livret est un philosophe de formation, essayiste, avec de nombreux essais qui maintenant ont été publiés sur des thématiques qui sont autour de la démocratie, autour du bien-vivre, du bien-vivre, autour aussi de ce qu'il a appelé les nouveaux facteurs de richesse. Et on parlera certainement de cette question-là, de cette notion de richesse. Et puis, quelques essais derniers, dont un qui a été publié en mai 2015, quelques mois donc après les événements et l'attentat qui a eu lieu à Charlie Hebdo, et qui porte sur la fraternité. Et sur cette question-là, cette question de fraternité qui va, si vous le souhaitez, nous occuper durant l'auditeur avec Patrick Livret, parce qu'il l'a développé de façon, je trouve, très très pertinente à l'intérieur d'un petit livre qui s'appelle Fraternité, j'écris ton nom, évidemment, clin d'œil à Éluard, bien sûr, mais qui nous réinterroge sur cette question-là. Et bien entendu, les événements récents, ceux de Nice, nous réinterrogent tous sur une notion de fraternité. Et avant de lui laisser la parole sur cette question-là, en venant ici, après quelques jours de congé, sur l'autoroute, c'était dimanche, tout d'un coup je vois les panneaux, vous savez, d'habitude c'est bouchon à 3 km, accident, etc. Et là, les panneaux sur l'autoroute mentionnaient liberté, égalité, fraternité. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, mais en même temps, ce livre pose bien cette question-là. En même temps, qu'est-ce que c'est que ces 3 mots de ce qu'on apprend évidemment très très tôt à l'école? Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui, dans les moments qu'on vit actuellement, de se réinterroger. Et Patrick Livret, dans son livre, montre bien qu'il y a aussi l'autre version de ces 3 mots. La liberté qui va renvoyer à un libéralisme échevelé. L'égalité qui peut renvoyer à une fausse notion d'égalité, alors qu'en réalité les inégalités se creusent, ou alors à l'égalitarisme qui a pu être en œuvre dans certains pays à un moment donné, cachant en quelque sorte aussi de très profondes inégalités et le nomenclaturat par exemple très important. Et puis la notion de fraternité qui elle aussi peut être dévoyée, tout simplement, tout le monde a entendu cette expression, écoutez, c'est bien de saluer la mémoire, par exemple, des gens qui ont été victimes de cet attentat, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Et donc la fraternité, ma foi, c'est un mot, etc. Et c'est pas ça qui va quelque part, qui va nous sauver. Et Patrick Livret revient véritablement sur ces 3 questions-là dans son livre, en nous réinterrogeant sur cette notion de fraternité. Et je te laisse maintenant la parole pour
revenir peut-être sur ces trois mots, sur liberté, égalité et fraternité. Oui, merci Thierry. Puis bonsoir à toutes et à tous. D'abord, c'est important sur le terme de fraternité, parce que liberté, égalité, on a l'impression que ce sont des mots plus clairs. Fraternité, on a tout de suite une difficulté, c'est qu'on a le sentiment que c'est un mot, entre guillemets, genré, c'est-à-dire qui renvoie aux frères masculins, et la question du coup de la sororité paraît exclue. En réalité, frater en latin, c'est le genre humain. Donc la notion de fraternité, c'est au départ la question du devenir de la famille humaine. Et ce n'est pas une extension de la petite famille, et encore moins de la petite famille réduite aux frères masculins, c'est la question du devenir de la famille humaine. C'est la raison pour laquelle on peut avoir dans la Déclaration universelle des droits humains cette notion d'esprit de fraternité, puisque c'est bel et bien notre famille humaine qui est confrontée à des rendez-vous critiques de sa propre histoire. Et de ce point de vue-là, puisque tu évoques le lien qui était déjà le cas au moment où j'ai écrit ce livre, après les attentats de janvier, puis il y a eu les attentats de novembre, puis il n'y a pas eu que des attentats en France, il y en a eu à Tunis, il y en a eu à Bruxelles, etc. J'évoquais l'alternative entre fraternité et barbarie. Mais barbarie, c'est un terme qui mérite lui aussi d'être revisité. Les barbares, chez les Grecs, et c'est pour ça que barbaros était utilisé comme un nom, c'était l'étranger, c'était celui qui ne parle pas la même langue, celui qu'on ne comprend pas. Et donc, par exemple, du point de vue des Athéniens, des peuples qu'on pourrait qualifier totalement de civilisés étaient des barbares, simplement parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Or, on comprend bien que la notion de barbarie, elle a complètement bougé au cours de l'histoire. La barbarie, ça n'est pas l'étranger, on pourrait presque dire, ça n'est pas l'autre, c'est presque l'inverse. Un acte barbare, c'est un acte qui refuse radicalement l'existence d'autrui. Et évidemment, l'une des modalités les plus terribles du refus de l'existence d'autrui, c'est le meurtre, et en particulier le meurtre de masse, comme ce qui s'est encore passé récemment à Nice. Mais si on définit la barbarie comme le refus de l'autre, le refus de l'altérité, on comprend bien que, contrairement à ce que disait l'ancien président américain George Bush, qu'il n'y a pas d'axe du mal, au sens où il y aurait des groupes ou des nations qui seraient en soi des barbares, du côté de l'axe du mal, et puis de l'autre, des groupes, des nations, des civilisations qui seraient en soi du côté du bien et de la civilisation. Et il suffit de s'interroger sur le fait que des grandes civilisations, des grandes nations ont pu elles-mêmes commettre des actes barbares, à commencer par notre propre pays, qui se veut patrie des droits de l'homme, et qui en même temps était capable de torturer en Algérie, d'envoyer sous le régime de Vichy nombre des millions de personnes dans les camps de concentration, ou à travers le colonialisme et l'impérialisme, d'avoir des comportements qui étaient justement des comportements de refus de l'autre. Et pour les mêmes raisons, c'est le pays de Kant et de Beethoven qui a pu être aussi le terreau du nazisme, le pays du grand auteur Dante qui a pu être celui du fascisme. Et il n'y a pas, je dirais, de vaccin possible qui fait que le fait d'avoir été victime interdirait de devenir soi-même bourreau, que le fait d'avoir été dominé interdirait le fait de devenir soi-même dominant. Donc on comprend bien qu'il y a bien un problème de barbarie pour le frater, pour le genre humain,
mais ce n'est pas un problème de barbarie extérieure. D'ailleurs, quand on pose la question est-ce que notre humanité peut être menacée, y compris menacée de destruction, le film Demain que tu évoquais commence par ce rapport financé par la NASA qui évoque des risques majeurs d'effondrement. Et on peut dire, oui, l'humanité est menacée, mais est-ce qu'elle est menacée par des barbares extraterrestres? En dehors des films catastrophes, on sait bien que c'est pas ça qui menace l'humanité de perte. C'est une barbarie, mais c'est pas une barbarie extérieure, c'est une barbarie intérieure. Donc une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas en soi des personnes ou des groupes humains qui seraient des êtres barbares et d'autres qui en soi seraient des êtres civilisés, la grande question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on oppose à la logique de barbarie. Et là, la fraternité, c'est effectivement le fait de dire on va travailler à la racine même de ce qui constitue la barbarie, et cette racine, c'est le refus de l'autre. Alors, dire qu'on va récuser le refus de l'autre ne veut pas dire qu'on va rentrer en situation de complaisance par rapport à tout ce dont est porteur l'autre. Si l'autre est lui-même porteur de refus d'existence d'autrui, il est légitime de construire un conflit avec cet autre. Mais ce n'est pas la même chose de dire on va construire du conflit ou de dire on va rentrer dans une logique de violence. Le propre de la violence, c'est effectivement l'autre est un personnage, ou si c'est un groupe, un ensemble, à éradiquer, à éliminer. Donc c'est passer de la logique de violence à la logique de conflit, et c'est même dire que la violence se produit d'autant plus que des conflits ne se sont pas formés à temps. Par exemple, les émeutes urbaines en France ou en Angleterre sont typiques de cette situation. Donc distinguer la violence du conflit et distinguer les ennemis des adversaires. L'un des enjeux, c'est aussi de transformer des ennemis qui sont dans des logiques d'éradication et dans lesquelles la tentation émotionnelle, c'est aussi de procéder à leur éradication, à leur élimination physique, et de passer de la notion d'ennemi à la notion d'adversaire. On peut même dire, puisque l'un des thèmes de ce soir, c'est la question de la démocratie, que l'un des fondements essentiels de la démocratie, c'est la capacité à transformer des ennemis en adversaires, c'est-à-dire à faire qu'il peut y avoir du conflit très important, mais il y a toujours du commun, et qui fait que quelqu'un qui a des comportements barbares, des actes barbares, et c'est le cas à Nice comme c'était le cas à l'Hypercacher, comme c'était le cas à Bruxelles, etc., n'est pas en soi intrinsèquement un barbare. Il n'a pas toujours eu ce type de comportement, il n'est pas obligé d'être identifié pour toujours à des comportements de ce type. Et l'enjeu tout à la fois de la fraternité et de la démocratie, c'est cette capacité à construire du conflit face à la violence et à construire une capacité d'adversité qui ne se réduit pas à l'éradication de l'ennemi. Ce qui veut dire que la notion de fraternité renvoie aussi à la notion de citoyenneté. Et quelque part, on ne peut pas construire une démocratie à partir du moment où il n'y a pas de la fraternité entre citoyens et en même temps un vrai travail, comme tu viens de l'évoquer, sur la notion de conflit, la résolution de ces conflits et en même temps poser aussi de façon claire à la fois les accords et les désaccords pour aller plus loin. Et tu as un très joli oxymore que je trouve tout à fait éclairant, souvent dans tes esprits ou tes paroles, c'est celui du désaccord fécond. Il faut arriver à féconder nos désaccords pour pouvoir avancer. Oui, alors d'abord je reviens sur le premier point du lien avec la citoyenneté qui me permet aussi de dire quelques mots du lien avec la question de la liberté et de l'égalité. Parce que effectivement,
Ce qui va construire la citoyenneté, c'est le fait de dire nous appartenons à une même communauté. Et la communauté ultime, c'est la communauté humaine, donc le frater, le genre humain. Au passage, c'est la raison pour laquelle, par exemple, au moment du sommet de Paris sur le climat, avec plusieurs autres réseaux citoyens venus du monde entier, on a lancé la question d'un processus constituant à l'échelle mondiale pour poser la question de la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire non pas comme une espèce d'horizon utopique, mais comme une nécessité sur laquelle une bonne partie du devenir de l'humanité va se jouer pendant ce 21e siècle. Si on veut qu'il y ait une préservation des biens communs de l'humanité, à commencer par les biens écologiques, les États-nations, par exemple, ils sont incapables, vous prenez les océans, vous regardez la Terre vue de l'espace, vous voyez tout de suite que vous avez deux biens communs écologiques qui sont majeurs, ce sont les océans et c'est l'atmosphère, avec un lien entre les deux, puisque la fragile couche atmosphérique, l'essentiel de la production d'oxygène, elle vient du plancton, du phytoplancton des océans. Si on détruit le phytoplancton, à terme, c'est notre atmosphère qui est menacée. Mais si vous prenez le problème vu du côté des États-nations, les océans, la seule chose qui les intéresse, ce sont leurs eaux territoriales. Donc la fraternité, elle appelle la citoyenneté, y compris la citoyenneté de ce qu'on a appelé dans le Serment de Paris, le texte qu'on a lancé à cette époque-là, la citoyenneté du peuple de la terre. Parce qu'on dit toujours, pour qu'il y ait citoyenneté, il faut qu'il y ait peuple. Mais nous disons, il y a bien un peuple, et le peuple des terriens, qui est lui-même composé d'une pluralité de peuples, mais de la même façon, par exemple, que pendant très longtemps, le peuple français était lui-même composé d'une pluralité de peuples. Donc il y a un peuple de la terre sur une seule terre, mais qui est composé de multiples peuples, et à ce moment-là, il y a un lien direct entre fraternité et citoyenneté. Une fois qu'on a posé la question de la citoyenneté, on peut revisiter les notions de liberté et d'égalité, ce que tu disais tout à l'heure, à la lumière de ce rapport entre citoyenneté et fraternité. Et c'est vrai que, par exemple, une liberté sans fraternité, elle a tendance à se transformer, pour reprendre le mot fameux de Jaurès, en liberté du renard libre dans le poulailler libre. L'égalité sans fraternité, elle peut parfaitement conduire à des systèmes d'économie administrée, voire à des systèmes totalitaires, comme on l'a vu, hélas, avec les dérives du communisme. Donc on a besoin, y compris pour faire vivre la liberté et l'égalité, de ce rapport à la citoyenneté et à la fraternité. Une fois qu'on a ça, et j'en reviens à la question des désaccords, l'un des éléments majeurs, qui est la suite de ce que je disais sur la distinction entre le conflit et la violence, c'est la capacité, à l'intérieur d'un ensemble humain, à faire que les différences, les divergences, deviennent à terme des opportunités, alors que la plupart du temps, ce sont des menaces qui sont vécues comme telles par l'ensemble du groupe humain. Et ce qu'on fait, par exemple, dans ce qu'on appelle des ateliers de construction de désaccords, c'est qu'on va identifier la part toxique du désaccord, qui n'est pas le débat lui-même, mais qui est le malentendu, avec les dégâts collatéraux du malentendu que sont le soupçon et le procès d'intention, pour réussir à sortir de ces malentendus, à se mettre d'accord sur ce qui fait véritablement débat, donc à construire le désaccord, et une fois qu'on a identifié ces désaccords, on passe à une troisième étape qui est le traitement du désaccord proprement dit. Mais quand on fait ce processus, toute la partie qui crée de l'humiliation, du sentiment de mépris, en tout cas du sentiment de non-écoute, se trouve dépassée. Il y a une progression dans un atelier de construction de désaccord, il y a un double progrès qui se fait. Il y a un progrès relationnel, tout simplement parce que le groupe qui procède à cette construction de désaccord, eh ben, tout le monde a le sentiment d'avoir été entendu, et pas simplement entendu au sens mental du terme.
C'est-à-dire, par exemple, on prend les mots-clés d'un débat et on commence à demander au groupe quel est son ressenti par rapport à son groupe. Enfin, si on prenait un mot comme fraternité, par exemple, on joue aux 4 points, c'est-à-dire les personnes qui se sentent bien avec le mot se mettent à un coin, ceux qui se sentent mal se mettent en face, ceux qui sont mitigés à un 3e coin, ceux qui sont neutres, indifférents émotionnellement se mettent à un 4e coin. Et dans un premier temps, on va simplement s'écouter sur les raisons du ressenti. Et peut-être qu'à ce moment-là, si on jouait aux 4 points ici, eh ben, il y a une partie des personnes qui se sentiraient mal à l'aise avec le terme de fraternité. Et pourquoi se sentirait mal à l'aise? Parce que pour certains, fraternité, ça évoquerait des sectes fermées, ça évoquerait les frères musulmans, ça évoquerait la franc-maçonnerie, ça évoquerait mes bien chers frères pour les gens qui ont eu une tradition catholique et qui n'a pas toujours été vécue sur le mode du buen vivir, etc., etc. Et donc, comprendre ce qui fait le ressenti émotionnellement est un élément clé si on veut dépasser les malentendus. Et donc à la fois il y a une progression dans la qualité relationnelle et émotionnelle du groupe, et puis en même temps il y a une progression dans ce qu'on peut appeler la qualité cognitive, la qualité de connaissance, parce qu'au passage on va apprendre énormément de choses sur les raisons font des accords. Alors, vous voyez, que ce soit la transformation de la violence en conflit, ou que ce soit la capacité à traiter les désaccords de façon à ce qu'effectivement ils deviennent féconds, parce que autant le malentendu n'est pas fécond, autant le désaccord, lui, peut être fécond, ça fait partie de la boîte à outils de ce que j'appelle la mutation qualitative de la démocratie. Hein, parce que ça veut dire à ce moment-là qu'on ne peut plus se contenter de définir la démocratie par sa forme quantitative de la loi du nombre. Dès que j'ai obtenu une majorité, je me moque de savoir ce que pensent les minorités. Non, dans cette perspective-là, pour prendre un exemple récent, les lanceurs d'alerte, toi tu en as été un et tu es dans le film Demain sur les questions énergétiques, peu importe que le lanceur d'alerte soit une petite minorité, ce qui importe, c'est la qualité de l'alerte. Et on comprend bien que la collectivité, dans son ensemble, a intérêt à prendre en compte aussi bien les alertes que des visions nouvelles, aussi minoritaires soient-elles. Et là, c'est ce passage qui ne définit pas simplement la démocratie par le vote, par le suffrage universel, etc., mais qui définit par la citoyenneté, c'est-à-dire précisément la qualité de discernement, de délibération, de décision. Oui, c'est-à-dire, ce qui veut dire essayer de faire en sorte que la démocratie ne soit pas uniquement une démocratie quantitative, mais aussi qualitative. Et on le voit bien, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure sur l'Europe, sur le vote récent anglais, où là, on est sur une décision purement quantitative, en quelque sorte. Mais je voudrais qu'on aborde à la fois quantitative et en même temps simplificatrice, parce que linéaire, on voit bien que les raisons du vote en faveur du Brexit en Angleterre sont par exemple directement liées à des causes sociales. Londres et toute sa périphérie relativement riche votent massivement pour le maintien dans l'Union européenne. Et tout autour, c'est au contraire un rejet très, très important. Et il est évident que ce rejet est essentiellement dû à des questions sociales. Mais si tout se résume à la fin à un choix purement binaire, tous ces éléments de complexité, de mise en cause d'une pluralité de problèmes, etc., évidemment, sont complètement annulés par cette logique simplificatrice et binaire. Pour continuer sur la fraternité, il y a un des chapitres dans le livre qui porte sur la relation entre fraternité et laïcité. Et j'aimerais bien que tu développes un peu, parce que c'est des notions qui sont difficiles. Est-ce que quelque part, quel est le lien entre fraternité et les différentes religions qui en appellent aussi à la fraternité?
Et est-ce que la laïcité peut s'opposer à la fraternité? Est-ce que la laïcité ne serait pas le quatrième pied de la devise française, égalité, liberté, fraternité et laïcité? Je crois qu'on a besoin d'un petit peu d'explication et d'éclairage dans ces temps assez troublés sur cette question-là. Alors, d'abord, de la même façon, c'est intéressant de rappeler que fraternité, ça vient de frater, donc de l'ensemble du genre humain. Laos, c'est l'autre mot grec pour signifier le peuple. Il y a démos et il y a laos. Et la laïcité, c'était au départ s'assurer chez les Grecs que leurs responsables restaient bien des ministres, c'est-à-dire qu'ils étaient fidèles au service du peuple. Alors, avec le côté grec, c'était uniquement le peuple masculin, puisque les femmes et les esclaves étaient exclus de la communauté politique. Mais l'objectif du Laos, c'était de s'assurer que ces représentants qui discutaient sur l'agora étaient bien des ministres au sens ministériel du terme. Ministre, ça veut dire service. C'est la racine minus. Je me souviens d'avoir dit ça à un ministre, ça lui avait provoqué quelques boutons. Et le ministère, c'est une fonction de service. Et le premier enjeu de la laïcité, au sens grec du terme, c'est de s'assurer que des mandants, des responsables sont bien au service du Laos, du peuple. Et quand ce terme a été repris bien après par le christianisme, c'était la même idée, mais cette fois à l'intérieur du phénomène chrétien. C'est-à-dire il s'agissait de s'assurer, du point de vue du peuple chrétien, que ses ministres, donc le clergé, étaient bien au service du peuple chrétien et n'étaient pas en train de fabriquer une nouvelle forme de domination. Donc, avant que le terme de laïcité ait une connotation liée au rapport religieux, c'est d'abord au rapport à la démocratie que la question de la laïcité se pose. Et donc, c'est intéressant parce que, de nos jours, on voit bien que la question de la laïcité, elle est à revisiter dans le rapport au religieux et plus largement dans le rapport à toutes les questions du sens, aux questions spirituelles. Je vais y revenir immédiatement. Mais c'est aussi très important de réencastrer la laïcité dans la question démocratique. Et là, si on le fait, on peut effectivement considérer que la laïcité peut être le quatrième pilier avec liberté, égalité et fraternité d'un processus d'une démocratie, mais d'une démocratie de qualité, pas simplement une démocratie réduite à la dimension quantitative de la loi du nombre. Ensuite, on va retrouver dans l'exercice de la laïcité la question du commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous est commun, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir besoin de s'écouter mutuellement et quelles sont en même temps les règles du dialogue telles qu'aucun membre de la communauté ne va avoir le droit d'empêcher, en quelque sorte, les autres de témoigner de son propre sens. Et là, c'est deux versions assez différentes de la laïcité. Vous avez une version très ouverte, qui est celle-là même qui est prônée par exemple par Jean Jaurès, qui accueille complètement les questions du sens, y compris dans l'espace public, mais qui dit la laïcité, ça consiste à créer des conditions de pluralisme et de tolérance, telles que les différentes traditions de sens, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, parce que dans les traditions de sens, vous avez des grandes traditions de sagesse, agnostiques et athées, par exemple, qui sont des vraies traditions de sens, qui sont, au sens précis du terme, des traditions spirituelles, c'est-à-dire qui posent la question du sens et qui apportent un certain nombre d'éléments. Donc, de dire, oui, il est légitime que l'espace public soit ouvert à ces traditions. En revanche, les règles du jeu, c'est que personne, au nom de son propre sens, n'a le droit d'interdire aux autres, parce qu'il absolutise sa propre vision du sens, d'interdire aux autres
ce même cheminement. Ça, c'est la laïcité ouverte. Et puis vous avez une conception de la laïcité beaucoup plus fermée, qui est née du conflit historique entre l'Église catholique et la République. Donc là, on comprend bien les raisons pour lesquelles ça s'est produit, mais qui du coup a conduit à définir la laïcité comme le renvoi de toutes les questions du sens dans l'espace purement personnel et privé. Or ça, autant la laïcité ouverte a une vocation universelle, et autant, par exemple, la séparation des églises et des États a une vocation universelle, autant la modalité fermée de la laïcité, ça c'est quelque chose que la plupart des autres peuples ou des autres cultures ne comprennent pas. Pour une raison très simple, c'est que les questions du sens sont trop lourdes à porter pour un individu seul. On a besoin de se parler. Notre rapport à la vie, à la mort, etc., sont des questions trop importantes pour s'interdire la possibilité d'en parler en public. Et en plus, paradoxalement, cette laïcité fermée, elle fait le jeu des religions, y compris des religions dans leur aspect sectaire et fondamentaliste, parce qu'elle offre en quelque sorte une espèce de monopole du terrain du sens, du terrain spirituel, au seul fait religieux, puisqu'en dehors de l'espace privé, le seul espace qui reste pour débattre des questions du sens, ça va être les églises, ça va être la franc-maçonnerie, etc. Alors que nous avons besoin, au contraire, de vrais espaces publics où on peut débattre des questions du sens, et y compris y débattre dans leurs composantes sensibles et pas simplement dans leurs composantes intellectuelles. Qu'est-ce qui fait que des êtres humains vont être croyants ou non croyants, par exemple? Qu'est-ce qui fait que tel ou tel groupe de personnes va être plus particulièrement attaché à telle tradition de sens plutôt que l'autre? Aucune des grandes questions humaines ne peut éluder cet enjeu-là, qui est l'enjeu même du dialogue de culture, du dialogue de civilisation. Si on prend la laïcité dans cette perspective pleinement ouverte, alors là, il y a un lien étroit avec la fraternité et puis la liberté et l'égalité, ainsi conçue comme étant la liberté de débattre des questions du sens dans l'espace public, mais le droit égal pour chacun, qu'il soit franc-maçon, musulman, juif, chrétien, bouddhiste, etc., sa propre égalité d'accès, ce que par exemple Nicolas Hulot a fait en organisant avant la COP21 un sommet des consciences, qui était une grande première et qui a joué un grand rôle dans le fait qu'il y ait eu finalement un accord à Paris, parce que l'ensemble des traditions de sens ont été invitées, et dans le même temps où elles avaient ce droit à la parole, elles étaient aussi dans l'exigence et dans l'obligation d'écouter les autres et de respecter les autres. Donc la laïcité, elle est à la fois dans l'ouverture et dans l'exigence. Avec la difficulté que tu viens d'évoquer sur ce mot qui est finalement extrêmement dual, en quelque sorte, il y a ces deux aspects. Il y a les mots tels que tu les expliques ont énormément d'importance en fait par rapport à nos représentations. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de Camus qui dit « mal nommer les choses, c'est aggraver la misère du monde ». Et je crois que c'est très vrai qu'à partir du moment où on arrive à bien nommer et comprendre les choses, y compris par leurs racines, comme tu viens de l'évoquer plusieurs fois, c'est tout à fait important pour arriver à progresser ensemble, en quelque sorte, en fraternité. Et il y a un autre mot sur lequel tu as un développement qui est, je trouve, très intéressant, c'est celui du mot de mondialisme et de mondialité. Là, on va revenir à une fraternité peut-être encore plus large, plus globale, et qui me semble totalement nécessaire par rapport au problème écologique et à l'ensemble des grands problèmes qu'on a sur cette planète. Quelle différence sur le mondialisme, mondialité? Ouais, la différence, elle est assez simple, c'est que ce qu'on appelle en français mondialisation, c'est ce qu'on appelle en anglais la globalisation, et
la plupart du temps, c'est une globalisation réduite à la sphère financière. Donc c'est une globalisation qui peut être parfaitement destructrice des autres grandes questions mondiales, la question écologique, la question sociale, la question du désarmement par rapport au risque de destruction que les armes de destruction massive continuent à faire peser sur l'humanité. Tous ces ensembles constituent des grandes questions mondiales, et effectivement j'aime bien la distinction qui a été introduite par Édouard Glissant entre mondialisation, qui est essentiellement de la globalisation financière, et ce qu'il appelle lui la mondialité. La mondialité, c'est la pleine prise en considération de l'ensemble des questions du frater, et du frater confronté au fait que sa petite planète est aussi une planète fragile et que les écosystèmes peuvent être aussi détruits si on ne les respecte pas. À ce moment-là, on entre dans une vision de la mondialité qui n'est pas du tout contradictoire avec, par exemple, l'enracinement local. Il y a une cohérence possible du local au mondial, alors qu'évidemment, la globalisation financière, elle se traduit par la destruction des racines locales, des identités, etc. Au passage, le mot monde, à quoi s'oppose le mot monde? Il s'oppose à l'immonde. Donc on retrouve dans la question de la vraie mondialité la question de l'alternative entre fraternité et barbarie. Si la barbarie, c'est en fait l'inhumanité, et qu'est-ce qui, chez nous, êtres humains, nous conduit à pouvoir avoir à certains moments des comportements ou des actes inhumains, c'est aussi ce qui nous retrait du monde. L'immonde et l'inhumain ont partie. Si on est dans cette perspective, nous pouvons assumer la mondialité, nous pouvons à la fois lutter contre la globalisation purement financière du capitalisme financier, sans pour autant faire cadeau, en quelque sorte, de la mondialité au capitalisme. Parce que quand on fait cadeau au capitalisme de la mondialité, comme de toute façon les marchés financiers sont mondiaux, le problème du climat il est mondial, le problème démographique il est mondial, et je peux continuer la liste, etc. Si je dis ça, je refuse de me poser la question mondiale, de fait je fais cadeau à ce moment-là à la gouvernance mondiale de fait, qui est aujourd'hui la gouvernance de ce qu'il faut bien appeler une oligarchie financière, le fameux 1%, et comme il y a un autre acteur dont on parle moins, mais qui est lui-même très puissant à l'échelle mondiale, c'est l'économie du crime. Les deux gouvernances mondiales de fait, c'est l'oligarchie financière et c'est l'économie du crime, qui est elle-même globalisée. Et entre les deux, vous avez une grosse zone de contact qui sont les paradis fiscaux. C'est-à-dire, y compris quand on se pose la question, qu'est-ce qui fait que Daesh a pu aussi vite se financer, s'étendre, etc. Eh bien, la réponse, c'est directement lié au trafic d'armes et au trafic de pétrole et au trafic de drogue. Et tout ça est permis par les paradis fiscaux. Donc, si nous voulons être capables de traiter les grandes questions mondiales de l'avenir de l'humanité, à commencer par les questions écologiques, nous avons besoin de construire un acteur qui pense la question mondiale, qui n'est pas simplement au niveau des seuls États-nations. C'est ce qu'on a appelé dans le serment de Paris la société civique mondiale. Ce n'est pas simplement la société civile, c'est l'alliance de la partie de la société civile qui se pose, y compris les questions à l'échelle mondiale, encore une fois, pas du tout pour éliminer les autres niveaux territoriaux, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, continentaux. Je crois que tu voulais aussi parler de la dimension européenne. Donc on ne les élimine pas du tout, mais avec le principe de subsidiarité, on ne traite à un niveau que les problèmes qui ne sont pas traitables à un niveau territorial plus restreint. Et à ce moment-là, on a besoin d'un acteur qui pèse sur la scène mondiale et qui ne soit pas simplement le système des États-nations
qui est justement incapable de prendre en compte un certain nombre de grands biens communs de l'humanité. Oui, mais ce qui est assez frappant, assez choquant même, c'est que sur ces grandes questions que tu viens d'évoquer, qui sont des questions mondiales, notamment celle de l'écologie, notamment celle du climat, par exemple, comme on l'a vu à la COP21 de Paris, finalement, ne sont représentées que les nations. La Terre n'est pas représentée, la nature n'est pas représentée, les océans ne sont pas représentés. On ne négocie pas avec eux, alors qu'en fait, il faudrait, il y a quelques personnes qui essaient d'imaginer ça, par exemple, je pense au philosophe Michel Serres, que finalement, il y ait des représentants de la nature, des représentants de la Terre, qui puissent négocier en face des nations et pas les laisser toutes seules dans cette négociation-là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une autre... Alors évidemment, frater, c'est le genre humain, mais est-ce qu'il n'y a pas une fraternité à avoir aussi avec l'écosystème qui nous entoure? Oui, et pour une raison majeure, c'est que quand nous faisons la guerre à la nature, parce que nous sommes par exemple dans des comportements de prédation, notre modèle productiviste et extractiviste, par exemple, est un modèle guerrier à l'égard de la nature et de nos écosystèmes, mais la guerre que nous faisons à la nature est directement la conséquence du rapport guerrier qu'a l'humanité dans son rapport à elle-même. Et plus nous baissons le niveau guerrier interne à l'humanité, plus nous baissons aussi ce rapport guerrier à la nature. Mais par rapport à ce que tu disais, y compris sur la conférence de Paris, une des raisons pour lesquelles il y a eu des avancées, c'est justement qu'on ne s'est pas contenté de raisonner au niveau des États-nations. Certes, on n'a pas été jusqu'à des propositions comme Michel Serres, etc. Mais par exemple, le fait qu'il y ait eu à Lyon, quelques mois avant la COP21 à Paris, un sommet mondial des territoires. C'est-à-dire que des villes, des collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales, des entreprises, des mouvements sociaux puissent dire voilà, nous, les engagements que nous prenons sur la question du climat, et on ne se contente pas d'attendre que les États-nations décident, ça a été un élément important. De la même façon que j'évoquais tout à l'heure avec le sommet des consciences, le fait que pour la première fois, on ait dit sur un enjeu comme celui-là, ce que des traditions de sagesse, des traditions spirituelles ont à nous dire, est un enjeu important. Chacun sait à quel point, par exemple, l'encyclique de l'actuel pape a eu des effets de conscience non négligeables, et qui d'ailleurs n'ont pas été réduits au monde du catholicisme, puisque vous avez eu un acte de même nature important du côté musulman peu de temps après, il y a eu des choses du côté bouddhiste, et donc déjà dans la COP21, on a eu des éléments qui n'étaient pas réduits aux seuls États-nations. Mais, moi je suis d'accord avec toi, il faudrait pousser l'exigence plus loin encore et introduire des acteurs qui sont en charge de porter la question, par exemple, des générations futures, mais aussi des êtres vivants qui sont directement impactés par les comportements humains, et on a besoin qu'il y ait en quelque sorte une fonction de représentation par procuration qui soit assurée de façon à dire on prend compte. J'évoquais par exemple la question du phytoplancton et du risque que la destruction du phytoplancton puisse avoir sur l'atmosphère elle-même. Un des éléments de la destruction du phytoplancton, c'est la destruction de grands animaux comme les cétacés, comme les baleines, etc. Parce que ce sont les prédateurs des prédateurs du phytoplancton. Et donc, si on continue le massacre, par exemple, des baleines, on en a beaucoup parlé dans les 24 heures de méditation des océans, à terme, on aura des problèmes avec le phytoplancton lui-même, donc avec la qualité de notre atmosphère. Donc ce n'est pas simplement un mouvement de prise en compte pour des raisons éthiques, c'est aussi
pour des raisons extrêmement concrètes que nous avons besoin de voir comment d'autres espèces que l'espèce humaine sont directement concernées par nos impacts. Alors, une dernière question, puis après on va passer à vous et à vos questions, qui concerne l'Europe. Il y a dans ton livre un chapitre qui est tout à fait intéressant sur l'idée qui consiste à dire l'Europe pourrait être une sorte de laboratoire de la fraternité, pour revenir évidemment à cette notion de fraternité. Je crois que c'est une très belle notion dont on a immensément besoin ces temps-ci. On a l'impression que l'Europe est en train de, l'idée européenne en tout cas initiale, est en train de se déliter, ou tout au moins qu'elle a besoin de retrouver un second souffle. Comment tu vois cette Europe, laboratoire de la fraternité? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce qu'au contraire on est dans la fraternité bisounours? Alors d'abord un mot sur les bisounours, parce qu'à chaque fois qu'il y a une attitude un peu dynamique et créative quelque part, vous avez tout de suite un mot pour le disqualifier. Ça a toujours été le cas, mais y compris dans l'histoire, le mot intellectuel a été inventé pour disqualifier les gens comme Zola au moment de l'affaire Dreyfus, etc. Et le mot bisounours, c'est comme le mot bobos, etc. Il est là pour dire, oh là, on ne veut pas entendre cette parole-là. C'est pour ça que moi, à la fin du bouquin, j'ai écrit un guide de légitime défense des bisounours face au Bataclan. Parce que, évidemment, quand quelqu'un commence à vous dire on n'est pas dans un monde de bisounours, qui va prétendre mais si on est dans un monde de bisounours? Évidemment, personne. Bon, donc, du coup, le débat s'arrête. Donc, moi, je propose de dire bon, est-ce que vous préférez être dans un monde de Bataclan? Oh non. Ah bon, ben alors, à ce moment-là, on peut peut-être commencer la discussion pour savoir justement où on va mettre le curseur, de façon à ne pas basculer non plus dans un monde de pure violence. Donc il faut résister à l'intimidation disqualifiante de l'appellation de bisounours. Alors ensuite, je reviens sur la question européenne. Il faut déjà faire retour pour comprendre qu'est-ce qui a permis pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que des peuples qui avaient passé des siècles, et même à certains d'entre eux des millénaires, à se faire la guerre, à construire un ensemble qui est quand même le premier ensemble mondial de 500 millions de personnes, qui s'est construit autrement que par la voie de la guerre ou que la voie de l'empire et de la domination. Et ça, c'est directement lié à une question que tu évoquais dans ton introduction, qu'on n'a pas encore évoquée, c'est lié à une conception pacificatrice de l'économie. C'est-à-dire, le vrai coup de génie des fondateurs de l'Europe, ça a été de dire, on prend les industries de la guerre, le charbon et l'acier, et on en fait les industries de la paix. La communauté européenne charbon-acier, qui a été le premier noyau qui a permis ensuite le développement de l'Europe. Ça veut dire une chose essentielle, c'est que normalement, la vraie vocation de l'économie, elle est pacificatrice. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'on dit toujours l'objet de l'économie, c'est la production et l'échange de richesses. Mais si vous regardez par exemple l'économie longue, c'est-à-dire l'économie de plusieurs millions d'années, qui est l'économie du vivant, tu évoquais la question écologique tout à l'heure, l'économie du vivant, elle crée, elle recycle, elle a l'équivalent de l'investissement, de l'épargne, etc. Elle n'a pas besoin de monnaie et de comptabilité. Donc, quelle est la vraie originalité de l'économie par rapport aux religieux et aux politiques qui arrivent bien plus tard dans l'histoire humaine? Cette originalité, c'est que là où le religieux et le politique fonctionnent sur un mode binaire, on a la communauté des croyants et puis à l'extérieur on a les mécréants ou les infidèles, on a la communauté politique puis à l'extérieur on a les étrangers, les barbares, les ennemis, etc. L'économie invente un tiers-espace où on peut échanger avec autrui sans se poser la question est-il membre ou non
de ma communauté politique ou ma communauté de croyance. Et donc, la vraie originalité de l'économie, c'est de créer un processus pacificateur. Et la comptabilité et la monnaie, dont l'économie du vivant n'a absolument pas besoin, elle prend tout son sens quand on raisonne en termes de pacification. Parce que, par exemple, c'est quoi le sens de la comptabilité? Eh bien, c'est une mémoire de l'échange qui fait que, même si c'est avec des groupes et des personnes que je ne connais absolument pas, ou qui sont d'autres générations à travers l'épargne et l'investissement, l'enregistrement de la mémoire de l'échange va créer une possibilité de confiance. Et c'est pas par hasard si, par exemple, le mot « payer » vient du latin « pacare », qui veut dire aussi « faire la paix ». Tant que l'Europe a été fidèle à la conception pacificatrice de l'économie, elle a été capable de construire cet ensemble extraordinaire et encore une fois inédit dans l'histoire. Par contre, d'où viennent les problèmes que l'Europe a commencé à rencontrer et que, si nous n'y prenons garde, qui pourraient conduire à sa décomposition, c'est à partir du moment où on a accepté la version guerrière de l'économie, en tout cas hyper compétitive, et ça date des années 80, c'est-à-dire les visions reaganiennes, thatcheriennes, etc. Et à ce moment-là, au lieu que l'économie joue un rôle pacificateur et tire, y compris le politique et le religieux, dans un sens pacificateur, quand l'économie devient elle-même guerrière, tout s'enclenche dans l'autre sens. Et à ce moment-là, l'économie refabrique des germes de violence, y compris du côté politique, y compris du côté religieux, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc l'un des enjeux majeurs pour refonder, parce qu'au point où nous en sommes, nous avons besoin de refonder l'Europe, c'est pas simplement de penser la question politique et culturelle, mais de repenser la question de l'économie européenne à partir de ce critère majeur qui est la question du rôle pacificateur de l'économie. Malheureusement, Fatima, qui devait intervenir hier sur l'économie sociale et solidaire, n'a pas pu le faire, mais moi j'aurais tendance à dire que ce n'est pas simplement l'économie sociale et solidaire qui a cette vocation, c'est la totalité de l'économie qui doit être vue à travers cette question. Est-ce que l'économie fabrique de la paix, et pas simplement de la paix entre les humains, mais aussi de la paix avec la nature, bien avec la question écologique, ou est-ce qu'au contraire l'économie dérape en étant source de guerre, et à ce moment-là, c'est l'ensemble du processus européen qu'elle risque de faire déraper. Voilà, alors à vous, quelques questions. Un mot pour vous dire que la lecture de Patrick Livret, c'est toujours facile pour je trouve en tout cas pour un philosophe. Par moments, certains sont un petit peu abscons. Là, c'est souvent drôle, c'est toujours très, très clair, très lucide, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire simplement le mot argent du manuel du bisounours face au bruit-attaque. Alors, l'argent, objectif principal du monde des bruit-attaques, pour lesquels en avoir est une fin en soi. Simple moyen appelé monnaie chez les bisounours, lesquels inventent d'autres formes d'échange, les selles, les systèmes d'échange locaux, les banques de temps, les monnaies locales, les modèles civiques, etc., les monnaies complémentaires, et c'est une parfaite transition avec l'éco-dialogue de demain qui portera justement sur les monnaies complémentaires avec Jean-Philippe Magnien. Ça sera à Montbazin, toujours à 18h30. Voilà, est-ce qu'il y a sûrement quelques questions pour Patrick Livret? Oui. Questions, objections, oui, désaccords. Sentez-vous libre, oui. Désaccords à construire. C'est votre conjoint. Voilà. Monsieur, je ne sais pas s'il y a un deuxième micro. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Jean Cyril, je suis un militant syndical
de la société. J'ai été élu local à Riom, dans le Puy-de-Dôme, donc les questions sociales et les questions politiques m'intéressent, et même ce qui peut être l'intermondialisme. Vous avez été créateur des comités Roosevelt, avec d'autres, hein, je présume. Ah oui. Puisque je suis un ancien lyonnais, et donc on vous a vu intervenir dans les dialogues en humanité, à ces propos, bon, sont issus un peu de ces comités Roosevelt aussi. Nouvelle donne, on peut le dire un peu aussi, quelque part, c'est le volet politique. Mais dans votre démocratie pour demain, le politique est absent. L'analyse que vous en faites, bon, elle est très intéressante, elle est très économique, question de l'avenir de l'humanité, mais la démocratie, ça se construit aussi avec le politique. Et peut-être que vous êtes de la même génération que moi, vous avez pu connaître 1968. Donc, ici dans la salle, je pense qu'elle est représentative de cette génération. Aussi, on voulait changer la vie aussi à cette époque, c'était même devenu un slogan politique. Et ce n'est pas la politique qui a changé la vie, c'est les comportements de chacun. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes sur un terrain assez proche qui souhaitent intervenir? Sinon, je réponds tout de suite, mais c'est juste pour regrouper éventuellement quelques questions. Il y a Fatima. Du coup, une question dans la prolongation. Est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ces mouvements citoyens, parce qu'on l'a eu à un niveau supra-mondial, etc., par rapport à des mouvements comme Nuit debout, ou d'autres mouvements citoyens qui ont du mal à s'exprimer, ta vision justement politique par rapport à cette émergence qui est quand même relativement récente, et qui a quand même du mal à trouver, enfin, en tout cas c'est mon sentiment, du mal à trouver sa place. J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Oui, sur le même thème. Oui, sur le même thème. Quel est selon toi, du coup, l'avenir des partis politiques, puisque le discrédit est jeté sur les partis politiques assez fréquemment, voire sur les syndicats. Il y a des mouvements citoyens qui se créent de nature très politique, et pas qu'en France. Donc, selon toi, quel est l'avenir des partis politiques? Certains même commencent à théoriser sur la fin des partis politiques. Donc, dans la démocratie politique aujourd'hui, selon la thèse et peut-être l'expérience que tu en as, comment on peut construire une nouvelle démocratie avec des représentants politiques qui soient recrédités, j'ai envie de dire. Donc, d'abord, pardon, parce qu'effectivement, dans notre dialogue, on n'a pu évoquer qu'une partie des questions. Simplement, il ne faut pas croire, par exemple, que parler de la question mondiale, c'est fuir la question politique. Il n'y a pas plus politique que la question mondiale. D'abord parce que c'est la question politique par excellence du vivre ensemble de notre commune humanité, mais aussi parce que des questions, par exemple, telles que la lutte contre la dictature des marchés financiers. Si vous n'avez pas un acteur mondial qui mène cette lutte, vous pouvez avoir le gouvernement le plus volontariste et le plus radical qui soit, il n'arrivera pas à traiter une question telle que celle des paradis fiscaux. Donc, tout ce que j'évoquais à travers l'émergence de ce mouvement citoyen mondial, de la société civique mondiale, etc., ça s'incarne aussi très concrètement. Moi, je fais partie, avec d'autres, de ce qu'on a appelé les faucheurs de chaises, ou ceux qui ont manifesté leur solidarité. Vous savez, les faucheurs de chaises, ils sont nés après que la révélation a été faite que la banque HSBC avait participé au détournement de sommes absolument colossales, et c'est parti de Bayonne avec une association qui s'appelle, qui a d'ailleurs donné naissance au mouvement
mouvement Alternativa ensuite, et qui a été faire un emprunt civique, puisque c'est ça le mot exact, de chaises de la banque HSBC, et qui a dit mais c'est un emprunt et nous les rendrons le jour où HSBC s'acquittera par exemple des 2,5 milliards d'euros qu'elle doit au fisc français. Et lors de la COP21, nous avons organisé un sommet citoyen mondial et on avait réuni symboliquement 196 chaises, une chaise par pays, pour poser la question de l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Et vous allez avoir le 9 janvier prochain un procès de John Palek, qui est un des animateurs d'Alternativa et de Vizy, et nous allons transformer ce procès en un grand procès contre l'évasion fiscale. Donc là, on est au cœur du politique qui articule toutes les échelles de territoire, parce que c'est un enjeu mondial et en même temps c'est parti d'une lutte locale à Bayonne qui s'est ensuite répandue un petit peu partout. Donc c'est vraiment important de dire, quand on parle des questions mondiales, on n'abandonne pas le terrain proprement politique. Et y compris, si je reviens par exemple sur la situation française, dans les différentes initiatives citoyennes qui ont été prises, on voit bien que le lien entre le local et puis les autres niveaux territoriaux, y compris mondiaux, est un enjeu déterminant. Alors, dans le cadre de la reliance qui a été opérée par ce qu'on appelle Pouvoir citoyen en marche, qui est la suite des États généraux du pouvoir citoyen qui avaient été créés à la suite du collectif Roosevelt, mais aussi du Pacte civique, du laboratoire de l'économie sociale et solidaire, des dialogues en humanité. Il y a comme ça une quarantaine de collectifs qui se sont réunis pour dire nous avons besoin de travailler ensemble, à la fois en gardant nos spécificités. Ce que fait le collectif Roosevelt n'est pas exactement la même chose que ce que fait le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, par exemple, mais en même temps, nous avons besoin d'œuvrer en commun. Et nous avons organisé ce qu'on a appelé des auditions citoyennes partagées. C'est-à-dire, on a invité toutes les initiatives citoyennes, y compris les différentes nuits debout, de façon à ce que chacun se connaisse, parce que beaucoup de ces initiatives n'avaient pas connaissance de celles des autres, et à partir de cette connaissance, travaillent sur des convergences. Par exemple, avec Thierry, on participe tous les deux à une de ces initiatives particulièrement intéressantes qui s'appelle le Pacte des jours heureux, qui est une initiative prise par des jeunes qui reprend le thème de la résistance, le fameux thème des jours heureux, mais qui en même temps l'acclimate à la situation contemporaine, et qui a organisé un travail intergénérationnel pour dire en même temps, on demande à des gens comme Thierry sur l'énergie de nous proposer ce que seraient par exemple des projets de loi d'un gouvernement qui mettrait en œuvre une transition, on demande à Jean Gadret de le faire sur les indicateurs de richesse, etc., etc. Eh bien, quand on a fait ces auditions citoyennes partagées, à la fois on a repéré qu'il y a une vraie créativité citoyenne sur le terrain du politique, qui, par rapport à la question posée par Jean-Philippe, dit « la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser au monopole de la classe politique et de ce que sont devenus les partis qui ne sont plus des partis. Parce que le grand problème, c'est que les partis, moi pendant une certaine partie de ma vie citoyenne, j'ai participé à des partis politiques qui étaient plutôt du côté gauche et écolo. Mais je constate que ça devient très difficile de faire de la politique à l'intérieur d'un parti. C'est-à-dire d'avoir un vrai débat sur des enjeux proprement politiques. C'est devenu essentiellement la préparation de futurs affrontements avec des futures écuries où la dictature de la com est déterminante, etc. Donc à la limite, moi, ce n'est pas une critique des partis que je ferai, c'est une critique de la disparition des partis et la nécessaire recomposition d'un tissu démocratique dans lequel il peut y avoir effectivement des organisations
qui fondent la politique au sens qu'ils débattent des grandes questions, ils élaborent des choix, ils soutiennent certains, ils rentrent en conflit avec d'autres, etc. Dans les auditions citoyennes partagées, on a vu que tout ceci commençait d'être à l'œuvre, y compris avec des initiatives qui sont vraiment parties du terrain. Par exemple, Saillant, beaucoup d'entre vous connaissent cette municipalité avec une liste citoyenne qui a été élue, etc. Eh bien, ça a fait des tas de petits Saillants. Et à partir de Saillant, il y a eu plusieurs rencontres qui sont devenues des rencontres nationales qui s'inspirent de l'esprit de Saillant. Alors, le point où nous sommes actuellement, c'est un peu le milieu du gué. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est que la créativité qu'on avait vu apparaître dans quantité de domaines, dans le domaine économique et entrepreneurial, dans le domaine écologique, dans le domaine des logiciels libres, du numérique, etc. Mais il y avait eu une espèce de zone exemple de cette créativité, c'était le politique. Le fait nouveau et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a aussi de la créativité sur ce terrain-là, et toutes les initiatives de type collectif Roosevelt, elles ont aidé à cette émergence. Le problème, c'est que ça reste à un niveau tel que des enjeux macro, tels que par exemple les enjeux de 2017, restent peu couverts par cette créativité citoyenne. Ce qui a été tenté, c'était essentiellement au niveau des processus de primaire. Vous avez vu, il y a eu primaire.org, primaire des Français, primaire de gauche, etc. Mais comme la logique des primaires reste marquée par le modèle antérieur, le modèle de la démocratie compétitive et quantitative, on sent bien que ça n'est pas le modèle le mieux adapté à la nouvelle forme démocratique qu'il faudrait faire émerger. Et par exemple, là, ce qui est en train de se travailler pendant l'été, c'est un projet de manifeste citoyen qui viendrait se nourrir du pacte des jours heureux, qui viendrait se nourrir des propositions qui ont été faites par le manifeste convivialiste, des commissions de nuit debout qui ont fait un gros travail qui est souvent peu connu, qui rassemblerait tous ces éléments qui souvent sont convergents et qui diraient, ben, écoutez, à partir de ces objectifs et de ces valeurs partagées, est-ce qu'on ne peut pas réunir une espèce de vaste convention citoyenne qui dirait quelles sont les personnes qui nous paraissent les plus aptes à porter ces objectifs, à porter ces valeurs, c'est-à-dire sortir du système compétitif des primaires, appliquer des principes qui sont partagés par nombreux mouvements citoyens, qui sont des principes d'élection sans candidat, où on revient à la notion de ministère comme service, c'est-à-dire on va dire à des personnes, eh bien, tu n'es pas candidat, ou ton parti ne te présente pas, etc. Nous considérons que tu rendrais service à la collectivité si tu acceptais de prendre un certain nombre de responsabilités. C'est la mécanique de ce qu'on appelle la liste préférentielle ou le vote préférentiel, où à ce moment-là, on n'est pas obligé d'être dans une compétition entre, par exemple, deux personnes, mais on dit, voilà, sur ces objectifs-là, moi je considère que telle et telle personne serait à même de rendre ce service. Ça, c'est un peu l'enjeu des mois qui viennent, et c'est en ce sens, en tout cas, que des réseaux comme Pouvoir Citoyen en Marche, mais aussi le collectif pour la transition citoyenne, qui organise une journée de la transition dans toute la plupart des villes de France le 24 septembre, c'est en ce sens-là qu'on essaye d'avancer dans cette direction. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir de nouveau